Jean de la Bruyère, les caractères, Gnaton, explication linéaire. Né en 1645 et mort en 1696, il est le fils d'un contrôleur des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris. Il obtient une licence en droit à 20 ans. À 1684, il devient le précepteur du duc de Bourbon, le petit-fils du grand Condé, qui est un élève médiocre et insupportable. Cependant, ce poste lui permet d'observer la cour de Louis XIV ainsi que les grands de près. Il n'a écrit durant sa vie qu'un seul ouvrage, mais très important, les caractères. En 1688, il publie une première édition des Caractères de Théophraste, petit ouvrage qui comprend une série de portraits de différents caractères humains, l'impudence, la stupidité, la brutalité. Ce livre va devenir le prototype de la littérature fragmentaire. Le succès énorme de l'ouvrage le conduit à donner successivement 9 éditions différentes, toujours enrichies de nouvelles remarques, jusqu'à sa mort en 1696. Ce succès exceptionnel est dû en grande partie au fait que la haute société y a vu des portraits à clé, c'est-à-dire qu'ils auraient représenté des personnages réels de la cour. Cela a occupé tous les commérages dans Paris pendant des années. L'extrait que nous allons étudier est un portrait, celui de Gnaton, dont le nom grec signifie la mâchoire, et qui est un goinfre dégoûtant et un monstre d'égoïsme. Gnaton ne vit que pour soi, et tous les hommes ensemble sont à son égard comme s'ils n'étaient point. Non content de remplir à une table la première place, il occupe lui seul celle de 2 autres. Il oublie que le repas est pour lui et pour toute la compagnie. Il se rend maître du plat et fait son propre de chaque service. Il ne s'attache à aucun des mets qu'il n'ait achevé d'essayer de tous. Il voudrait pouvoir les savourer tous tout à la fois. Il ne se sert à table que de ses mains. Il manie les viandes, les remanie, démembre, déchire, et on use de manière qu'il faut que les conviés, s'ils veulent manger, mangent ses restes. Il ne leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capables d'ôter l'appétit aux plus affamés. Le jus et les sauces lui dégoûtent du menton et de la barbe. S'il enlève un ragoût de dessus un plat, il le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe. On le suit à la trace. Il mange haut et avec grand bruit. Il roule les yeux en mangeant. La table est pour lui un râtelier. Il écure ses dents et il continue à manger. Il se fait, quelque part où il se trouve, une manière d'établissement et ne souffre pas d'être plus pressé au serment ou au théâtre que dans sa chambre. Il n'y a dans un carrosse que les places du fond qui lui conviennent. Dans tout autre, si on veut l'en croire, il pâlit et tombe en faiblesse. S'il fait un voyage avec plusieurs, il les prévient dans les hôtelleries et il sait toujours se conserver dans la meilleure chambre, le meilleur lit. Il tourne tout à son usage. Ses valets, ceux d'autrui, courent dans le même temps pour son service. Tout ce qu'il trouve sous sa main lui est propre. Harde, équipage. Il embarrasse tout le monde, ne se contraint pour personne, ne plaint personne, ne connaît de mots que les siens, que sa réplétion et sa bile, ne pleure point la mort des autres, n'appréhende que la sienne, qu'il rachèterait volontiers de l'extinction du genre humain. Nous allons procéder maintenant à l'explication linéaire du passage. Le nom du personnage qui est ici décrit, Gnaton, signifie la mâchoire. Le personnage est réduit à un organe dont la fonction symbolique est évidente. Gnaton est un goinfre qui mange comme 4. Mais son appétit monstrueux ne se limite pas à la nourriture. Il dévore tout autour de lui, comme va le montrer le développement du portrait. Il dévore tout ce qui l'entoure, la compagnie, l'espace public, et pourrait aller jusqu'à l'humanité entière. Gnaton ne vit que pour soi, et tous les hommes ensemble sont à son égard comme s'ils n'étaient point. La première phrase qui introduit le portrait précise immédiatement le défaut fondamental du personnage, l'égoïsme poussé à l'extrême. Pour Gnaton, il n'y a que lui qui existe au monde. L'utilisation du présent de l'indicatif indique qu'il s'agit là d'un trait de caractère permanent du personnage et non pas d'une attitude accidentelle. Non content de remplir à une table la première place, il occupe lui seul celle de 2 autres.
Le personnage est d'abord décrit par sa manière de se conduire à table devant une compagnie nombreuse. Le fait qu'il occupe la première place à table nous indique qu'il est le maître de maison, donc au minimum un grand bourgeois, mais plutôt un grand seigneur, peut-être même Louis XIV en personne, comme le suggéreront d'autres indices. En particulier, il ne laisse personne s'asseoir à côté de lui, ce qui était le cas du souverain. Le fait qu'il occupe 3 places nous le présente comme un personnage imposant physiquement et socialement, quelqu'un qu'on ne peut pas approcher de près. Il oublie que le repas est pour lui et pour toute la compagnie. Cette proposition est construite de manière particulièrement intéressante puisqu'elle crée un effet de surprise en affirmant d'abord qu'il oublie que le repas est pour lui, ce que certes il n'a pas oublié. La proposition s'explique donc dans la deuxième partie. Ce qu'il a oublié, c'est seulement tout le reste de la compagnie. Là aussi, on peut voir une allusion à Louis XIV, dont les repas étaient de véritables spectacles auxquels les courtisans se contentaient d'assister debout. Il se rend maître du plat et fait son propre de chaque service. Il ne s'attache à aucun des mets qu'il n'ait achevé d'essayer de tous. Il voudrait pouvoir les savourer tous tout à la fois. Ce passage nous rappelle ce qu'était l'ordonnance des repas des grands seigneurs au temps de Louis XIV. Systématiquement, on servait une grande variété de plats de manière à ce que chacun puisse goûter ce qu'il voulait et se servir davantage de ce qu'il préférait. Il ne se sert à table que de ses mains. Ce détail très important contient peut-être une nouvelle allusion directe à Louis XIV. L'usage de la fourchette s'était répandu dans l'aristocratie française à partir du XVIe siècle, sous l'influence italienne, mais cette pratique paraissait à certains trop raffinée et donc peu virile, ne convenant pas à des hommes de guerre. De plus, l'Église condamnait la fourchette, dans laquelle elle voyait un symbole diabolique, un instrument rappelant les fourches du diable. À la fin du XVIIe siècle, il n'y a plus guère que Louis XIV qui continue à faire de la résistance et impose de ne manger qu'avec les mains à la cour de Versailles, alors que l'aristocratie française, dans son ensemble, utilise désormais la fourchette. Il manie les viandes, les remanie, démembre, déchire, et en use de manière qu'il faut que les conviés, s'ils veulent manger, mangent ses restes. Cette accumulation de verbes d'action vise d'une part à produire un effet comique en ridiculisant l'acharnement du personnage sur les malheureuses viandes, et d'autre part à présenter Gnaton comme une sorte de catastrophe qui détruit tout ce qui se présente à lui. Les invités, qui pouvaient espérer à bon droit faire un bon repas et voulaient évidemment manger, en sont réduits soit à faire régime devant des plats devenus dégoûtants, soit à manger des restes. On peut voir ici également une dénonciation du gaspillage incroyable de nourriture à la cour des grands, dans un pays où les paysans meurent littéralement de faim. Il ne leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capables d'ôter l'appétit aux plus affamés. Le jus et les sauces lui dégoûtent du menton et de la barbe. S'il enlève un ragoût de dessus un plat, il le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe. On le suit à la trace. Il mange haut et avec grand bruit. Il roule les yeux en mangeant. La table est pour lui un râtelier. Il écure ses dents et il continue à manger. Le portrait prend ici une dimension caricaturale avec une exagération particulièrement comique de la malpropreté du personnage, soulignée par le pléonasme malpropreté dégoûtante, lesquelles vont être soigneusement détaillées, le jus qui coule de la barbe, les sauces qui se répandent partout, etc. Le personnage est ici comparé 2 fois à un animal, à travers l'expression « on le suit à la trace » et la métaphore du râtelier. Il prend la dimension d'un ogre, ces êtres monstrueux qui peuplent les contes pour enfants. Il a un côté terrifiant par son incroyable sans-gêne et sa manière d'ignorer tous les autres. Il semble clair que personne n'ose lui faire la moindre remarque et que les convives assistent à la scène en silence, évidemment par peur. Cela justifie particulièrement l'entreprise de La Bruyère, qui est bien le seul à oser écrire noir sur blanc ce que probablement tout le monde pense sans oser le dire.
D'autre part, la Bruyère s'attache moins à montrer le côté terrifiant du personnage qu'à le ridiculiser pour qu'on rie de lui au lieu d'en avoir peur. On peut rappeler ici par ailleurs que les souverains qui mangeaient avec leurs doigts avaient besoin d'un grand nombre de serviettes que l'on apportait à table cérémonieusement et que l'on plaçait dans de magnifiques pièces d'orfèvrerie en forme de vaisseau, la nef du roi. Il se fait, quelque part où il se trouve, une manière d'établissement et ne souffre pas d'être plus pressé au serment ou au théâtre que dans sa chambre. Nous voyons maintenant comment Gnaton se comporte en public. Il se croit chez lui partout, y compris au théâtre ou à l'église. Cela n'est pas non plus sans rappeler l'attitude de Louis XIV comme des grands seigneurs, qui, à l'époque, exigeaient d'avoir leur fauteuil sur la scène même du théâtre pour mieux voir le spectacle. Il n'y a dans un carrosse que les places du fond qui lui conviennent. Dans tout autre, si on veut l'en croire, il pâlit et tombe en faiblesse. Dans les carrosses de l'époque, les places du fond, où l'on était assis dans le sens de la marche, étaient nettement plus confortables que celles d'en face, où l'on subissait bien plus les mouvements de la route. Nous voyons ici un Gnaton qui joue au délicat et prétend être de faible santé pour faire excuser son égoïsme. D'ogre monstrueux, il devient une chochotte ridicule. S'il fait un voyage avec plusieurs, il les prévient dans les hôtelleries et il sait toujours se conserver dans la meilleure chambre le meilleur lit. Il tourne tout à son usage, ses valets, ceux d'autrui, courent dans le même temps pour son service. Tout ce qu'il trouve sous sa main lui est propre, harde, équipage. Le côté prédateur du personnage apparaît ici de nouveau lorsqu'il est en voyage. Il exploite tous ses compagnons, il se comporte véritablement en souverain, maître de tous et de tout. La répétition de l'adjectif meilleur souligne tout autant son égoïsme que son goût du luxe. La scène n'est d'ailleurs pas sans rappeler la manière de voyager des souverains à travers le pays, en compagnie de toute leur cour. Il embarrasse tout le monde, ne se contraint pour personne, ne plaint personne, ne connaît de mots que les siens, que sa réplétion et sa bile, ne pleure point à la mort des autres, n'appréhende que la sienne, qu'il rachèterait volontiers de l'extinction du genre humain. La dernière remarque est bien la plus terrible de toutes. Gnaton apparaît comme un vieux malade qui préférerait faire mourir tout le monde plutôt que d'accepter sa propre mort. La question de la mort revient très souvent dans les caractères de la Bruyère, qui dit par ailleurs que le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face. La peur et le refus de la mort ont toujours été considérés par la plupart des philosophes, les stoïciens en particulier, comme une des plus grandes faiblesses d'esprit qu'on peut trouver chez l'être humain. La Bruyère rappelle fréquemment dans les caractères que la mort est bien la chose la plus banale de la vie et la seule dont nous soyons absolument sûrs. Il est donc nécessaire d'être prêt à l'affronter. Philosopher, c'est apprendre à mourir, telle était la devise des stoïciens. D'autre part, derrière cette remarque sur l'extinction du genre humain, se cache peut-être une allusion aux guerres innombrables et terriblement meurtrières menées par Louis XIV, ainsi qu'aux famines, dues en particulier à la lourdeur des impôts sur les paysans, qui ont été assez fréquentes à son époque. Conclusion. Derrière le portrait du goinfre ridicule apparaît comme en filigrane la critique de l'aristocratie française du XVIIe siècle et de la mentalité des grands seigneurs. Si le portrait ne vise peut-être pas directement Louis XIV en personne, il représente assez bien toute une classe sociale qui vit dans l'imitation du souverain. Les aristocrates apparaissent comme des ogres qui se dévorent entre eux et dévorent le peuple. La condamnation de cette classe par l'auteur, dépourvue de toute ironie, ne jouant que sur l'exagération ou la caricature, est franche et brutale. La Bruyère expose clairement ce qu'il pense et invite le lecteur à se moquer de ce type de personnage plutôt que d'en avoir peur. Gnaton se prend pour un grand, mais il n'est que gros. Il se croit brillant alors qu'il est dégoûtant. Il veut en imposer à tous, mais il est ridicule.